Et mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher sur la méta. Alors ça, c'est relativement classique, mais on va se pencher sur quelque chose de particulier, les outsiders de la méta qui peuvent se frayer une place jusqu'au top et probablement jusqu'à la victoire. On le sait, jusqu'à présent, dans cette nouvelle méta, alors c'était déjà le cas pré-ban, mais c'est toujours le cas post-ban, il y a deux decks qui sont les plus présents dans les tournois et qui sont également ceux qui ont le plus de résultats. Il s'agit de Malice, mais également de Ryzeal. Post-ban, on se demandait si ces deux decks allaient toujours être au sommet de la méta et s'ils allaient toujours être capables de remporter des events, d'être très présents en top, etc. Et on s'est rendu compte que c'était le cas, notamment lors du French Open et du Winnocase 365 joueurs qui ont lieu ce week-end, enfin plutôt le week-end dernier, et on a bien vu que Malice et Ryzeal étaient les decks les plus joués, mais également les decks les plus présents en top. Alors ils ont certes pas remporté ces deux events puisque c'est Mermail et Fire King qui les ont remportés, mais il reste quand même de très sérieux decks qui sont les decks à target dans le format. Donc le but, ça va littéralement être de voir s'il y a des decks qui sont un petit peu en dessous, qui sont pas forcément les decks les plus attendus, mais qui sont tout de même capables d'avoir des bons résultats et de manière consistante se frayer un passage en top cut, voire jusqu'à la victoire finale dans un event majeur, encore une fois. Mais avant que cette vidéo ne commence, comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que vous pouvez me retrouver régulièrement en live sur ma chaîne Twitch, Barcode TCG, on fait du remote duel, on casse des tournois, on chill, on se détend, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir de l'interaction avec moi en direct. Et puis la deuxième chose, c'est que je possède un Discord communautaire qui regroupe pas mal de monde, plus de 1500 personnes, et où il y a des tournois gratuits réguliers, mais également une communauté active qui vous permettra d'échanger sur le jeu et de vous améliorer. L'instant pub est terminé, on va donc pouvoir passer directement au vif du sujet. Et le premier deck qui pour moi est un outsider très clair du format, qui a la possibilité de s'en sortir même s'il n'est pas forcément le deck le plus attendu, c'est Memento. Si vous ne connaissez pas bien Memento, sachez que c'est un deck qui va se reposer sur la destruction de ses propres monstres, que ce soit sur le terrain ou bien dans sa main, pour par la suite être capable d'activer des effets puisque des monstres ont été détruits, et surtout pouvoir remplir son cimetière puisque par la suite son boss monster va s'invoquer par ce biais-là, mais également d'autres monstres comme le Gatik. Ce qu'il faut comprendre avec ce deck, c'est qu'il se repose énormément sur le cimetière et la mécanique du Grave, et donc du coup, étant donné qu'il y avait Dweller avant qui était présent, c'était très compliqué pour lui parce que Ryzeal était au top de la méta, donc on avait la possibilité de se taper Game 2, Game 3, un Dweller, et même dès la Game 1, si jamais notre adversaire il était d'ores et déjà au courant de ce qu'on jouait. Du coup, le fait qu'il n'y ait plus de Dweller dans la méta, évidemment, ça retire cette énorme épine qui était dans le pied du deck, et donc ça va lui permettre de se déployer totalement et d'essayer de faire son mieux possible dans la méta. Au-delà de ça, puisque bien évidemment la ban de Dweller, c'est bien, mais il faut aussi que le deck il soit solide à côté, il faut savoir que ce deck-là, il est extrêmement puissant et il va générer des interactions fortes. Si les premières steps peuvent être un petit peu complexes pour le deck, une fois que le deck il est lancé, il va de suite être un rouleau compresseur parce qu'il va tout de suite générer beaucoup. Par exemple, on peut citer la fusion depuis l'extra deck. Lorsqu'elle est invoquée, elle va avoir l'opportunité de foolish 3 depuis le deck ou l'extra deck. C'est une interaction qui est très forte parce que ça va permettre de générer beaucoup de ressources et l'adversaire, ça peut très rapidement le submerger. Le deck, il a la chance de pouvoir faire un endboard qui est vraiment très fort avec des interactions qui sont puissantes. On a bien évidemment la fusion, mais on a également d'autres interactions avec de multiples destructions, mais également la possibilité de take control un monstre de l'adversaire, ce qui est bien évidemment très fort. Généralement, on va avoir beaucoup de mal à remonter un fil de Memento qui est total, à moins d'avoir une main qui est exceptionnelle, et ça, c'est un des gros avantages du deck. Il a également la possibilité de mettre en place des interruptions qui sont layered et donc du coup qui vont être échelonnées au fur et à mesure, ce qui est bien évidemment extrêmement fort puisqu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On va également avoir des interruptions qui vont être disponibles dans le cimetière, sur le terrain, mais à la fois avec des monstres, mais également des magies pièges, et on va également avoir des interactions qui vont être disponibles dans la main avec la mace qui va pouvoir prendre le contrôle du monstre de l'adversaire. Donc ça, c'est extrêmement fort et généralement c'est ce qu'on recherche dans un deck, essayer de diversifier ses interruptions sur le endboard afin d'avoir plus de difficultés pour l'adversaire pour qu'il puisse se débarrasser de ses interactions. Si par exemple on a un deck qui a toutes ces interruptions qui sont des interruptions monstres sur le terrain, on va avoir des cartes comme Dark Ruler qui sont très fortes contre ce deck. Mais ici on n'a pas ce genre de faiblesse là puisque on arrive à diversifier ses interruptions et ses interactions sur le tour de l'adversaire.
Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le deck, une fois qu'il a passé les premières steps, il est très difficile à arrêter parce qu'il va vite générer. Alors c'est vrai que les premières steps peuvent être un petit peu délicates parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver très rapidement avec simplement une imperm qui arrête littéralement l'intégralité du tour. Mais c'est un petit peu bizarre justement, et c'est pour ça que c'est très compliqué d'arrêter Memento, parce que les interruptions targetées peuvent être compliquées à mettre en place, étant donné qu'il dispose de plusieurs cartes qui lui permettent de dodge ces interruptions targetées. Au total, dans le deck, on va avoir grosso modo 9 interactions qui permettent de se débarrasser des interruptions targetées, du moins au niveau de l'engine, si on compte pas Sleepy. On va avoir 3 fois la bonne partie, 3 fois la fusion Memento Tlen, mais également 3 fois la magie Gobelin qui peut servir à dodge justement ces Imperm et ces Veilers. Et du coup, ça peut rapidement devenir un casse-tête pour l'adversaire, savoir quand est-ce qu'il doit Imperm, Veiler et utiliser ces interruptions, parce que y a des chances pour que ça se passe mal. Alors, on peut se retrouver dans une situation où on va lâcher l'imperm sur le timing de la fusion, puisque cette fusion qui va foolish 3, eh bien elle ne va pas pouvoir déclarer son effet de foolish et son effet de destruction durant la même chaîne, et donc il a pas spécialement de moyen de se débarrasser de cette imperm qui devrait normalement passer. Mais si vous avez généré suffisamment, vous allez quand même pouvoir passer au travers de cette interruption là, et vous allez tout de même finir sur votre même endboard. En go second, le deck il a d'excellentes armes puisqu'il a la possibilité d'OTK littéralement avec son boss monster qui peut attaquer tous les monstres de l'adversaire pour peu qu'il soit le seul monstre de votre côté du terrain. Et en plus de ça, on a la possibilité de faire des dégâts perçants si jamais on a bonne partie au cimetière, ce qui est bien évidemment une arme qui est excellente. Je me rappelle notamment en WCQ où j'avais vu Kios, donc Aurélien de son prénom, qui était juste à côté de moi, qui avait un full field. Son adversaire n'avait quasiment plus aucune interaction et il s'est simplement fait OTK avec le boss monster, avec 0 carte en main, 0 autre carte sur le terrain, et il a tapé sur les monstres en position d'attaque pour remporter la victoire. Et ça, c'est l'un des avantages qu'a le deck, c'est qu'il n'est pas spécialement connu de la part des adversaires, ou du moins ils ont du mal à voir toutes les lignes de play que vous avez la possibilité de faire, et vous avez la possibilité de capitaliser sur le manque de connaissances de votre adversaire. Il y a autre chose qui est très positif, c'est que le deck prend assez peu les Beasted, puisque vous avez pas mal de monstres qui sont des monstres terre. Alors certes, vous allez avoir des monstres light ou dark, notamment le Gathic, ou bien de temps en temps des Mace ou des choses comme ça, mais vous avez la possibilité de tourner autour de ces interruptions-là et de ces interactions-là, et c'est pas parce que vous perdez l'une de ces deux cartes-là que vous avez nécessairement perdu directement toute votre ligne de play. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement positif, bien évidemment, puisqu'il y a pas mal de Beasted dans la méta. De la même manière, le deck il tourne plutôt bien autour des Mold Charmy, puisqu'on va pas forcément faire énormément d'invocations de l'extra deck ou du deck, et ça c'est plutôt cool, puisqu'on va principalement foolish, et ensuite reborn ou utiliser des effets dans le cimetière. C'est un point positif pour le deck également. Overall, je pense que le deck c'est pas forcément le meilleur deck, puisqu'il reste derrière Ryze et Finsmith, mais ça reste un choix extrêmement solide si vous allez en event et que vous souhaitez remporter l'event en profitant du manque de connaissances de vos adversaires et de loops qui peuvent être extrêmement puissants. Du coup, je pense que Memento reste un choix très solide pour ça, que vous choisissiez de le jouer dans sa version pure ou bien dans sa version Finsmith, puisque le deck a la possibilité de les jouer, même si il s'expose un petit peu plus au Beasted, bien ça augmente également la possibilité de ligne de play que vous avez avec le deck. Donc ça, c'est un choix qui est purement personnel, mais dans tous les cas, le deck, quelle que soit son itération, il reste très bon. Et maintenant on va pouvoir passer au deuxième deck qui est Mermail, qui a énormément profité de la banlist également, puisque il y a Dweller qui est parti, et pour ceux qui ne connaissent pas Mermail, sachez que c'est un deck qui se base énormément sur le cimetière, puisque la mécanique de base du deck c'est de cost ces monstres hauts depuis la main, le terrain ou bien le deck, afin de déclencher leurs effets dans le cimetière. Après la ban, on avait quand même un gros point d'interrogation sur le deck, parce qu'il a perdu Bahamut Shark, qui était une pièce de combo essentiel dans le deck pour deux raisons. La première, c'est qu'il donnait accès à une Omni Negate qui est très forte, puisque c'est une Omni détruit, repose sur le terrain si on l'a détruit, et de surcroît récupère un monstre hausse qui était un enabler pour d'autres interruptions qui étaient au cimetière. Et puis en plus de ça, le Bahamut Shark qui permettait de détacher en coup les matériels qui lui étaient attachés, et en l'occurrence, on avait généralement d'attacher un Dragoon qui, not once per turn, a la possibilité, lorsqu'il est envoyé au cimetière pour activer l'effet d'un monstre haut, de récupérer un monstre
monstre serpent de mer depuis son deck à sa main. Malgré le fait qu'on a perdu le Bahamut Shark du côté des joueurs Mermail, le deck reste quand même extrêmement solide, comme nous l'a montré Julius en remportant le Winner Case du samedi lors du Cartapapa Weekend. Puisque on a toujours la possibilité de se protéger de Nibiru, on va chercher Minstrel dans la loupe et donc on a la possibilité de checker la main de l'adversaire avant la 5ème invocation et donc de jouer notre main de la manière la plus appropriée possible. Le fait d'avoir accès à une interaction comme ça qui est aussi forte puisque ça va checker une zone privée de l'adversaire, ça se débarrasse de la carte qui nous gêne le plus possible dans sa main et ça permet derrière de jouer de la manière possible. Le fait qu'on y ait accès dans l'engine, c'est-à-dire qu'on puisse tuto littéralement Minstrel, c'est bien évidemment un avantage extraordinaire pour le deck. Le deck, il a toujours une possibilité d'avoir un excellent go first parce qu'il a toujours la possibilité également de défausser des cartes dans la main de son adversaire. On a toujours le Moon Glacia qui permet de se séparer de 2 cartes dans la main de l'adversaire, et puis on a également accès à Trishula qui est bien plus présent dans les extra decks maintenant pour des versions qui sont un petit peu plus agressives et qui souhaitent retirer des cartes supplémentaires dans la main de l'adversaire, mais également dans des mains spécifiques. Et puis maintenant, la wincon numéro 1 du deck sur son tour lorsqu'il go first, c'est la statue barrière qui auparavant n'était pas forcément jouée dans toutes les versions, mais qui maintenant que Bahamut Shark ainsi que les Toads ne sont plus spécialement accessibles, est devenue la main wincon. Les statues barrières, j'ai pas besoin de vous expliquer, c'est très compliqué pour la plupart des decks de passer cette carte là, puisque de surcroît, on a la possibilité de la protéger de la battle, donc quand l'adversaire il va vouloir norm et tenter de rentrer en battle pour passer cette statue barrière, on va avoir la possibilité de déclencher toute une série d'effets à partir de la Abyss Shrine qui va être au cimetière et qui va aboutir à Poséidra, le monstre qui est absolument incroyable pour remonter des boards, qui va donc être invoqué sur le terrain et ce monstre va avoir l'opportunité de renvoyer une carte sur le terrain de l'adversaire dans sa main et donc en l'occurrence son invocation normale. Et en plus d'avoir un go first qui est plutôt pas mal, eh bien on a un go second qui est excellent également, principalement grâce à Poséidra, la carte qui est sortie donc dans le dernier support pour Mermail et qui permet de se débarrasser des cartes qui sont sur le terrain de l'adversaire en envoyant en plus une carte depuis la main au cimetière pour s'invoquer, donc on va déclencher des effets, et en plus de ça, quand on va vouloir bounce sur le terrain de l'adversaire, on va envoyer un monstre haut depuis notre deck au cimetière, ce qui va permettre de déclencher encore un autre effet. On aura notamment la possibilité d'avoir accès à notre engine si jamais on envoie par exemple Dragoon, mais on a également la possibilité d'interagir encore plus avec le terrain de l'adversaire en envoyant Infanterie qui va pouvoir détruire une de ses cartes face recto. Et au-delà du Poséidra du main deck qui est une excellente arme pour pouvoir se débarrasser des menaces qui sont sur le field de l'adversaire, eh bien le deck dispose également d'un autre Poséidra dans l'extra deck qui va lui permettre de remonter des fields et de mettre le dernier coup à votre adversaire. Ce Poséidra, il va pouvoir renvoyer jusqu'à 3 cartes sur le terrain de l'adversaire dans sa main, et en plus de ça, il va nous permettre d'extend nos plays, puisqu'il va détacher 2 en coup, ce qui va bien évidemment déclencher les effets, vous aurez compris, et de surcroît, il va envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Donc là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et en plus de ça, lorsqu'il touche le cimetière, on va pouvoir par la suite réinvoquer depuis le cimetière et faire un petit peu comme Soul Charge, ce qui va permettre de terminer la game très rapidement en faisant un OTK sur l'adversaire. Le deck bénéficie également du manque de connaissance des adversaires et donc du coup vous allez pouvoir capitaliser dessus un petit peu comme pour Memento, et c'est quelque chose qui est extrêmement important je trouve dans un regional quand on souhaite avoir un résultat, le fait qu'on connaisse le deck de l'adversaire tandis que lui ne connaît pas tout à fait toutes les lignes de play de notre propre deck. Et puis là où Memento prenait un petit peu les Beasted puisque on avait toujours des cartes comme Gatti qui souhaitait se réinvoquer, bah du côté de Mermail on a que des monstres hauts, donc on prend 0 les Beasted. Les Beasted ils restent dans la main de l'adversaire et ils vont pas pouvoir être utilisés pour nous interrompre. En revanche, du côté des Molchermi, c'est un peu plus compliqué, notamment le Fuvalos, c'est un peu bizarre la ligne de play sous Fuvalos, parce que si on choisit de partir sur la ligne de play statue barrière, on va énormément faire draw l'adversaire, là où si on choisit de partir sur une ligne de play un petit peu plus conservatrice, avec juste des petites interruptions et le Moon Glacia qui va permettre de discard 2 dans la main de l'adversaire, ça peut être un peu bizarre, s'il a beaucoup d'engine, il va pouvoir passer au travers des interruptions, donc c'est pas forcément un bon point pour le deck. Et puis même si Dweller a disparu, on a toujours la menace de Droll qui est extrêmement forte contre le deck. Alors on a la possibilité de jouer sous en invoquant notamment Selakant depuis le deck qui va permettre et derrière d'invoquer un nombre de poissons absolument monumental sur notre field, mais c'est quand même compliqué pour le deck si jamais il y a Droll plus une autre interruption, ce qui est fort probable dans la méta. Overall, le deck ça reste quand même un excellent choix je pense pour réussir à gagner un event, de par le fait qu'il est relativement
relativement peu connu par les adversaires, qu'il met en place un field qui est très strong en go first, quasiment impassable, et qui ait un go second qui soit plus que correct. Le problème du deck, comme je l'ai dit, ça reste les drolls, les cartes comme ça, et puis le fait que ce soit un glass cannon, c'est-à-dire que si on est interrompu tour 1 et qu'on n'a pas la possibilité de mettre en place un field qui est suffisamment imposant, et bah du coup, tour 2, ça va être assez compliqué de repartir, puisque le deck, ça reste avant tout des 2-card combo, et qui dit 2-card combo dit que si on réduit les ressources qui sont dans la main, puisqu'on les a d'ores et déjà utilisées lors du tour précédent, bah ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir de nouveau du gaz pour pouvoir passer au travers des interruptions de l'adversaire dans des game states simplifiés. Et puis enfin, le dernier outsider pour moi, ça va être Crystron, qui est un excellent deck, un deck qui se base principalement sur les invocations synchro, bien qu'il puisse également se baser sur d'autres méthodes d'invocation depuis l'extra deck, et qui va surtout se baser sur des effets de monstres et de magie qui se déclarent depuis le cimetière en se bannissant. Comme les deux decks précédents, c'est un deck qui se base énormément sur les effets dans le cimetière, et donc du coup le fait qu'il n'y ait plus de dweller, ça veut dire que game 1, game 2, game 3, on est tranquille et on ne va pas avoir la possibilité de se faire avoir par l'adversaire qui possède un dweller dans son extra deck. Le deck Crystron, il a un endboard qui est relativement fort puisqu'il va mettre en place des interactions puissante. D'une part, on va avoir accès à une synchro dans l'extra deck, Quarion Gandrax, qui a la possibilité de bannir 3 cartes depuis le terrain ou le cimetière de l'adversaire, et évidemment, ban 3, c'est extrêmement fort, d'autant plus qu'on a la possibilité de toucher à 2 zones avec la même carte. On va également avoir la possibilité de negate des magies pièges de l'adversaire grâce au Dragster, qui, je le rappelle, est once per copy, et donc du coup, on va avoir certains boards où on va avoir la possibilité de faire 2 Dragsters, ce qui est fort contre certains decks du format, comme par exemple Audion, mais on va également avoir un accès à une Omni-Negate dans l'extra deck, puisqu'on va avoir accès au Cyberdragon Infini, qui est une carte qui est relativement forte. Et puis l'une des cartes les plus fortes du deck, ça va être Cluster, la carte piège continue Crystron, qui va nous permettre d'une part de recycler des ressources, puisque on doit renvoyer des cartes Crystron depuis le cimetière ou la zone bannie dans notre deck, et puis surtout de gérer les ressources sur le terrain de l'adversaire chaque tour, puisque c'est une continue, puisque ça va nous permettre de détruire des cartes sur le terrain de l'adversaire, une ou deux selon qu'on ait ou pas accès à une synchro Crystron sur le terrain. Toutes ces choses là en font un deck qui est relativement bon contre la méta, puisque on a en plus de ça la possibilité d'avoir accès à un grind qui est extrêmement puissant. Les cartes qui vont être détruites par notre adversaire, qui vont être envoyées au cimetière, eh bien ça va être notre deuxième deck, ou plutôt notre deuxième main, étant donné qu'on va avoir la possibilité de redéclarer tous les effets depuis le cimetière, afin de réinvoquer les Crystrons, de pouvoir mettre en place notre win condition, et de remonter le fil de l'adversaire. Pour se rendre compte de la puissance et du grind du deck, eh bien je vous invite à aller voir la game de Théo Ruiz, qui a fait une game de 44 minutes contre Finsmith, qui a pourtant un grind qui est excellent, et qui a réussi à l'emporter au terme d'une game fantastique. Si vous voulez avoir accès à la game, sachez que c'est la ronde 9 du French Open qui est disponible sur le Twitch de Konami FR. Et puis le deck contre les decks de la méta, donc c'est-à-dire Ryzeal et Malice, il a un match-up qui est pas trop mauvais. Alors contre Malice c'est un petit peu bizarre, puisque bien évidemment la synchro Quarion Gandrax, ça va être compliqué d'utiliser les bannissements de manière optimale, étant donné que Malice profite du fait que la plupart de ses cartes Malice soient bannies. En revanche contre Ryzeal, on a un avantage indéniable, c'est la possibilité d'avoir accès dans l'extra deck à une tech card qui va gérer le niveau de ces monstres présents sur le terrain. Au-delà de ça, le deck il s'en sort très bien sous les interruptions majeures de la méta, notamment les bestiales ainsi que les Mulcharmy, puisque d'une part, tous les monstres sont des monstres hauts, donc ça prend pas les Beasted, comme Mermail, et puis d'autre part, sous les Mulcharmy, on a la possibilité de mettre en place des semi-boards qui vont faire draw pas ou peu de cartes à notre adversaire. Il a également l'avantage d'être relativement peu connu de la part des gens, du moins les lignes de play spécifiques, et donc du coup on peut profiter, tout comme pour Memento ainsi que Mermail, de la méconnaissance de notre deck par notre adversaire. Et puis cerise sur le gâteau, étant donné que c'est des monstres hauts, on a la possibilité de les spé sous la statue barrière, ce qui rend le match-up Mermail relativement sympathique. En revanche, le deck, il a bel et bien un problème, c'est d'être la victime collatérale de la présence de certains decks dans la méta, et donc de la présence de certaines cartes dans les mains et dans les sides. Je parle bien évidemment de Lancea et Droll, Lancea qui est présent pour Malice, mais qui va empêcher Crystron de bannir ses cartes depuis le cimetière, et donc d'avoir accès à la plupart de ses effets dans le grave, et puis Droll qui va l'empêcher d'ajouter les cartes depuis le deck à la main, ce qui peut être relativement problématique quand on souhaite mettre en place le field. Overall, je trouve que ces 3 decks sont des choix qui sont très solides si jamais vous souhaitez vous engager dans un tournoi et que vous souhaitez tout simplement bien figurer, avoir vos meilleures chances tout en jouant autre chose que Malice ou Ryzeal variante.
Attention cependant, ce ne sont pas forcément des decks qui sont simples à jouer, et donc du coup ça va reward la connaissance de votre deck, mais également de la méta, puisque vous allez devoir interagir de la meilleure des manières possibles, et donc connaître les decks que vous allez devoir affronter. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment, et surtout que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, et surtout si vous voyez d'autres decks qui peuvent être des outsiders viables. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao l'équipe.